Après le rituel, plusieurs membres ont affirmé avoir vu de petites entités espiègles, qui s'étaient glissées dans notre monde par erreur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ma grand-mère a immigré aux États-Unis avec ma mère et ses sœurs, quittant le Vietnam sans leurs proches, avec seulement ses filles. Une grande partie de la famille est restée là-bas. Ma grand-mère, très engagée dans les traditions bouddhistes et les temples, a toujours été profondément liée au monde spirituel. Ce que j'ai appris récemment m'a bouleversé. Avant de quitter le Vietnam, ma grand-mère a accompli un rituel spirituel destiné à lier des esprits protecteurs à notre lignée, de façon permanente. C'était une cérémonie volontaire, poussée par notre famille élargie, pour qu'elle parte accompagnée, même si physiquement elle était seule avec ses enfants. Depuis, ces présences sont là. Elles ne se manifestent pas comme dans les films, de manière spectaculaire ou terrifiante, mais elles sont bien réelles. Nous les avons tous vues, sous forme d'ombre ou même d'apparitions corporelles. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une maison de retraite. Un jour, une résidente est revenue rendre visite après la mort de son mari. J'étais au courant de son histoire, son époux était décédé peu de temps auparavant. En entendant qu'elle était là, je suis passé près de la table où elle s'asseyait d'habitude avec lui, et j'ai vu son mari. Il me regardait fixement, la tête tournée dans ma direction, suivant chacun de mes pas avec ses yeux. J'étais à moins de 2 mètres. J'ai dit à ma collègue, « Attends, son mari n'était pas mort ?» Elle m'a répondu, « Si, il est mort. » Alors j'ai insisté, mais il est assis avec elle. On est retourné voir, et il n'y avait que la vieille dame, seule. L'homme n'était plus là. Il ne l'avait jamais été. Pourtant, je l'avais vu aussi clairement que je vois n'importe qui. Ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Les soirs calmes, au travail, je raconte parfois mes expériences à mes collègues. J'ai été suivi par des pas puissants dans des couloirs déserts. Je les entendais, mais il n'y avait personne derrière moi. Mes sœurs aussi ont vécu des choses. Pendant leur grossesse et après la naissance de leurs enfants, une grande ombre apparaissait au-dessus de leur lit, puis au-dessus du berceau du bébé. Toujours la même silhouette. Elle ne faisait rien, elle restait là, comme une présence. Jamais menaçante, juste là. Ma mère a également vu des choses. Une nuit, elle a aperçu le père de ma tante, par alliance, passer dans sa chambre sur un petit scooter, comme il en utilisait de son vivant. Ce jour-là, sans qu'elle ne le sache, c'était l'anniversaire de sa mort. Bien avant d'avoir entendu parler du rituel que ma grand-mère avait accompli, j'avais déjà cette conviction intérieure. Dès les débuts de mon mariage, je disais à mon mari que j'étais persuadé, sur ma vie, qu'une présence veillait constamment sur moi. Comme si un esprit m'était assigné, personnellement. On pourrait appeler ça des coïncidences. Mais j'ai toujours eu une intuition très forte, presque infaillible. Et une sorte de chance persistante. Pas des miracles, mais mes espoirs trouvent souvent une réponse. Et dans les mauvais moments, j'ai toujours eu l'impression d'en ressortir avec le moindre mal possible. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Mais si ces esprits sont vraiment liés à notre lignée comme je le crois, alors je sais qu'ils seront là, aussi, pour les miens. Il y a quelques semaines, je faisais une soirée pyjama chez un ami. Rien de spécial au programme, juste 2 potes qui discutent, qui regardent des vidéos sur YouTube en pleine nuit. Il habite une maison à 2 étages, sa chambre est à l'étage avec une grande fenêtre qui donne directement sur un petit chemin de terre. Et au-delà de ce chemin, c'est le vide, des champs à perte de vue. Pour ceux qui connaissent un peu Melbourne, sa maison est littéralement à la limite du lotissement, dans le quartier de Caroline Springs. Bref, il était 2 heures du matin, on discutait toujours tranquillement, la fenêtre grande ouverte pour laisser entrer un peu d'air frais. Et c'est là que j'ai entendu un bruit, un craquement dans les champs. D'abord un seul, puis d'autres, de plus en plus proches. Des bruissements forts, comme si quelque chose de lourd avançait dans l'herbe sèche. On a tous les 2 arrêté de parler. Je me suis penché un peu pour voir par la fenêtre et là, je les ai vus. 2 silhouettes sont sorties des champs et ont marché jusqu'au chemin de gravier.
Elle mesurait environ 1,40 m, peut-être un peu plus. Elle portait de longues robes, l'une brun sale, l'autre d'un violet sombre presque délavé. Leur tête était complètement chauve, et leurs yeux, énormes, noirs, sans le moindre éclat, comme deux puissants fonds. Elles ont levé la tête vers nous. À ce moment-là, mon pote a paniqué comme jamais je l'avais vu faire. Il s'est mis à trembler, à hyperventiler, et il s'est évanoui. Complètement. Moi, je restais figé, incapable de détacher mes yeux de ces deux êtres. En bas, sur le chemin, ils ont commencé à se balancer, puis à danser. Leurs mouvements étaient lents, étranges, comme une sorte de rituel. Ils chantaient aussi, une mélodie grave et lancinante, dans une langue que je n'ai jamais entendue. C'était triste, presque douloureux à écouter, mais ce n'était pas humain, pas naturel. Je ne sais pas si c'est la peur, ou si mon corps a simplement décidé de couper le contact, mais à un moment, je me suis écroulé moi aussi. Le lendemain matin, la mère de mon ami est montée pour nous réveiller. Elle nous a trouvés tous les deux allongés sur le sol, complètement sonnés. On lui a tout raconté, chaque détail. Elle n'a pas cru un mot. Elle a ri, pensant qu'on avait juste rêvé ou qu'on avait trop regardé de vidéos bizarres dans la nuit. Mais je sais ce que j'ai vu. Je revois encore leurs yeux noirs et le balancement lent de leur danse sur le gravier. Ce n'était pas un rêve. Et depuis ce soir-là, chaque fois que je passe à côté de ces champs, je sens encore ce malaise dans l'air, comme si quelque chose avait été laissé derrière eux. Un soir de réveillon, j'ai lu dans un vieux journal qu'il existait un rituel étrange. Si, à minuit pile, on écrivait un vœu très précis sur un petit morceau de papier, puis qu'on le brûlait, ce vœu finirait par se réaliser. J'étais gamin à l'époque, j'avais 11 ans à peine, mais j'étais déjà un grand romantique dans l'âme. Ce que je voulais plus que tout, c'était une petite amie. Pas une en particulier, non, j'en voulais 3. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre-là, mais c'était mon souhait, et je le voulais avant le 20 mars. L'impatience était plus forte que la superstition, alors je n'ai même pas attendu minuit. J'ai griffonné sur un bout de papier, je veux 3 copines avant le 20 mars, et je suis parti chercher un endroit discret pour brûler le message. C'est là que les choses ont commencé à devenir un peu étranges. À cette époque, on vivait dans une maison en location, un endroit un peu biscornu dont la forme rappelait une croix, exactement comme celle sur laquelle Jésus aurait été cloué. La seule partie vraiment habitable se trouvait en bas, dans la portion verticale de la croix. Le reste, la partie où les bras de la croix se croisaient, c'était une sorte de grenier ou d'atelier à l'abandon, sombre, sans fenêtre, avec une odeur étrange et persistante. Chaque fois qu'on y mettait les pieds, on ressentait comme une lourdeur dans l'air, une sensation sourde et oppressante, difficile à expliquer. Ce coin servait de débarras à la fille du propriétaire, qui y entreposait des objets d'art, des meubles bizarres, et tout un tas de trucs hétéroclites. Avec ma sœur, on y allait parfois par curiosité, mais on finissait toujours par s'enfuir en courant, pris d'un malaise qu'on ne comprenait pas. Mais ce soir-là, malgré l'ambiance lugubre, j'y suis monté en cachette. Pour moi, c'était important, presque sacré. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie faire. J'ai fouillé un peu, et dans une boîte poussiéreuse, j'ai trouvé une vieille bougie noire. Je l'ai allumée avec précaution, puis, seul au milieu de cette pièce silencieuse, juste au centre de la croix formée par la maison, j'ai fait brûler mon vœu. Je me souviens d'un frisson étrange, comme si quelque chose m'observait. J'étais mal à l'aise, mais je suis vite redescendu, le cœur battant. Après ça, j'ai vite oublié l'histoire. J'ai pensé que c'était idiot, que ça n'avait aucun sens, un simple caprice d'enfant. Le temps a passé. Puis, quelques jours avant la date limite de mon souhait, ma sœur est rentrée à la maison avec 3 nouvelles copines. Des triplés. Oui, 3 sœurs identiques, inséparables, le genre de coïncidence qui vous cloue sur place. Elles m'ont proposé de jouer, et bien sûr j'ai accepté. Très vite, ma sœur est revenue me voir pour me demander si je voulais en embrasser une. J'ai refusé, gêné, mais une des filles s'est approchée d'elle-même et m'a embrassé sans attendre. Puis une autre, puis la 3e. Pendant plusieurs jours,
on a continué à se voir, à s'amuser, et sans vraiment comprendre comment, j'étais devenu leur petit copain à toutes les trois. Bon, on était des enfants, c'était innocent, mais à l'époque, je n'ai jamais fait le lien. Ce n'est que bien plus tard, en repensant à cet épisode, que tout m'est revenu d'un coup. Le rituel, la bougie noire, le grenier en forme de croix, la sensation d'être observé. C'était trop étrange pour être une simple coïncidence. J'ai tenté de refaire le rituel, des années plus tard, mais rien ne s'est produit. Rien d'aussi marquant, en tout cas. Et pourtant, parfois, un doute me revient. Est-ce que quelque chose a réellement répondu à mon appel ce soir-là? Est-ce qu'à 11 ans, sans en avoir conscience, j'ai donné quelque chose en échange de mon souhait? Et si ce n'était pas juste un jeu d'enfant? J'habite dans une grande maison entourée de bois. Derrière chez moi, il y a environ 6 hectares de forêt dense, sauvage, traversée par une rivière où j'ai toujours aimé aller pêcher avec un ami. C'est un coin paisible en apparence, isolé du monde, parfait pour s'évader. Mais il y a eu un jour, un seul, où tout a changé. C'était au mois d'avril, un de ces jours gris et froids où la pluie s'infiltre partout. Le genre de journée où personne n'a vraiment envie de mettre le nez dehors. Mais nous, on avait décidé d'y aller quand même. J'ai appelé mon pote, il a accepté, et quelques minutes plus tard, on était au bord de la rivière, sous un ciel bas et menaçant. À peine arrivé, il m'a dit qu'il se sentait mal à l'aise. Comme si quelqu'un nous observait depuis la forêt. Je n'y ai pas prêté attention au début. Le mauvais temps, l'atmosphère un peu pesante, je pensais que c'était juste ça. Mais plus tard, j'ai compris ce qu'il ressentait. Une sensation soudaine, brutale. Quelque chose de lourd dans l'air, comme un avertissement muet. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai senti que quelque chose de mauvais se passait, pas loin, à quelques centaines de mètres tout au plus. On a quand même continué à pêcher. Après quelques prises, l'endroit s'est vidé de toute vie. Alors on a décidé de changer de coin. On a marché un peu, on s'est arrêté dans une autre clairière, plus calme, plus profonde dans les bois. On s'est posé, on a mangé un peu. Mon pote a fini par s'endormir, bercé par le bruit de la rivière. C'est pendant ce moment-là que je l'ai vu. Une lumière, là-bas, entre les arbres. Une lumière tremblotante, orangée, comme celle d'un feu. Je me suis figé. Ce n'était pas normal. Il n'y a personne qui campe là, jamais. En regardant plus attentivement, j'ai commencé à entendre des voix. Un brouhaha de paroles indistinctes, comme des murmures graves et rapides. J'ai réveillé mon ami doucement et je lui ai expliqué ce que j'avais vu. On s'est regardé un instant, puis on a décidé d'aller voir. On a avancé lentement, en silence. À chaque pas, l'ambiance devenait plus pesante. Un malaise viscéral nous collait à la peau. Quand on est arrivé, on a compris que ce n'était pas une simple fête au coin du feu. Au sol, une étoile inversée avait été tracée, encerclée de bougies. Un petit feu brûlait au centre, mais ce n'était pas ce qui m'a marqué le plus. Non. Ce qui m'a figé, c'est le sang. Des traînées épaisses, sombres, coulaient sur les pierres autour du cercle. Des symboles étranges, presque griffonnés, couvraient l'endroit. Tout transpirait quelque chose de dérangeant, de malsain. Par instinct, j'ai levé les yeux pour observer les alentours. Un homme, à une 50aine de mètres de nous, immobile, qui nous fixait. Il ne bougeait pas, il ne disait rien. Juste là, planté entre les arbres, à nous regarder. On n'a pas réfléchi une seconde de plus. On a tout lâché et on s'est mis à courir. À travers les branches, les feuilles trempées, les racines glissantes. On n'a pas arrêté, pas une fois. Jusqu'à la maison. Une fois à l'intérieur, on a fermé toutes les portes, verrouillé chaque fenêtre. Et sans se concerter, on s'est réfugié dans le grenier. Comme si notre instinct nous poussait à nous cacher, à nous enterrer. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'avais l'impression que ce qu'on avait vu dehors était entré avec nous. On a inspecté la maison, pièce par pièce. Rien.
Aucun signe d'effraction, aucune trace. Pourtant, la sensation était là. Une présence, un froid dans le dos, une peur qui ne me quittait pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de cette histoire à personne. Vous êtes les premiers à l'entendre. Et même si plus rien d'étrange ne s'est produit dans ces bois depuis ce jour-là, je n'arrive pas à oublier ce que j'ai vu. Ni cet homme, ni ce feu, ni cette impression, toujours là, qu'un morceau de cette nuit ne m'a jamais vraiment quitté. Je suis chauffeur routier, et la façon dont mon travail fonctionne est assez simple. Je roule jusqu'à un point de rencontre situé à mi-chemin, où je retrouve un autre chauffeur. Là, on échange nos chargements, puis chacun repart dans la direction opposée pour rentrer chez soi. Notre point de rendez-vous est toujours le même, un vieux parking, au milieu de nulle part, quelque part en Louisiane, à une trentaine de kilomètres de Hammond. Je ne sais pas si l'endroit est officiellement considéré comme une ville fantôme, mais honnêtement, tout autour est abandonné. Pas un commerce, pas une maison habitée, rien. Juste des bâtiments vides rongés par le temps et quelques lampadaires vacillants. Je fais ce trajet chaque soir, du lundi au vendredi. Parfois j'arrive en même temps que l'autre chauffeur, parfois il m'attend, et parfois c'est moi qui attends. Hier soir, j'étais le premier sur place. Il devait être autour de 23h40. Je me suis garé, je suis sorti pour m'étirer un peu les jambes et fumer une cigarette. Il faisait nuit noire. Mes phares étaient éteints, et le parking, comme d'habitude, plongé dans le silence et l'obscurité. Seules les lumières lointaines de l'autoroute diffusaient une lueur pâle et diffuse. C'est là que je l'ai vu. Un homme marchait seul dans la rue, avançant lentement vers le parking. Ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, c'est qu'il ne pouvait pas me voir. J'étais immobile, sans lumière, dans l'ombre totale. Mais moi, je pouvais l'observer parfaitement grâce à l'éclairage venu de la route. Par réflexe, je me suis débarrassé de ma cigarette et je suis remonté dans mon camion aussi silencieusement que possible. J'ai tiré les rideaux de ma couchette, mais j'ai laissé un petit espace pour pouvoir regarder discrètement dehors. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Ce n'était pas un homme seul. C'était une file. Une vingtaine de personnes, peut-être plus, marchant en ligne, tous habillés de la même manière, un t-shirt identique pour chacun. Ils avançaient lentement, méthodiquement, et ce qui m'a vraiment glacé, c'est leur rythme, tous s'arrêtaient un instant tous les 3 pas. Une pause courte mais parfaitement synchronisée. Ils n'avaient rien d'agressif. Ils ne parlaient pas. Ils ne semblaient même pas regarder autour d'eux. Ils passaient simplement, comme s'ils suivaient un chemin invisible, une procession oubliée. Je suis resté caché, totalement figé. J'ai attrapé mon téléphone et appelé l'autre chauffeur pour le prévenir. Je le suppliais presque d'accélérer sa venue. Tout en lui parlant, je les observais à travers la fente du rideau. Je les ai vus passer lentement devant mon camion, puis continuer sur la route, comme s'ils n'étaient que des ombres. Des fantômes de quelque chose que je n'ai pas compris. Ils marchaient au milieu de la route. Lentement. Sans bruit. Et sans jamais se retourner. Je ne suis pas ressorti de mon camion avant que mon collègue n'arrive. Quand il est enfin arrivé, on a échangé nos remorques aussi vite que possible et on a repris la route sans même en reparler sur le moment. Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais ce coin perdu de la Louisiane a définitivement quelque chose de pas net. Ce rêve, je l'ai fait plusieurs fois entre mes 11 et 18 ans. J'en ai 21 aujourd'hui, et même si cela fait maintenant quelques années que je ne l'ai plus revu, il est resté gravé dans ma mémoire avec une clarté troublante. C'est le seul rêve que j'ai jamais fait où j'ai ressenti physiquement la chaleur, la douleur, le poids réel de ce qui se passait. À chaque fois, je me réveillais dans le rêve suspendu en l'air, les poignets et les chevilles attachés, tendus entre 2 troncs de palmiers morts, leurs extrémités aiguisées comme des lames. Le soleil brûlait au zénith, une lumière écrasante comme à midi, en plein mois de juillet. Et je le sentais, je sentais la morsure du soleil sur ma peau,
la douleur des cordes qui me lacéraient les articulations. Autour de moi, une forêt dense, luxuriante, presque irréelle de verdure. Pourtant, là où je me trouvais, c'était une cuvette de sable clair, comme une clairière ouverte au milieu de cette jungle étouffante. Juste en face de moi, un grand feu. Derrière les flammes, 3 hommes immobiles, vêtus comme des guerriers aztèques, parés de plumes, de peintures et de masques. Leur regard, bien que flou au départ, semblait percer à travers moi. Puis tout s'arrêtait. Les sons de la forêt, les crépitements du feu, tout se coupait net. Un cri déchirant perçait le silence, celui d'un homme enragé. Et soudain, il surgissait à travers les flammes, hurlant comme un possédé. Ce n'était pas un des 3 hommes. Il était différent, plus petit mais d'une puissance physique presque monstrueuse. Son corps déformé par la force, il se déplaçait comme une bête, s'approchant de moi rapidement, en claquant des dents dans un langage incompréhensible, guttural et chaotique. Il s'arrêtait juste devant moi. Et là, le monde s'immobilisait. Plus un son. Même les flammes du feu semblaient figées. Je me souviens avoir pleuré, incapable de détourner le regard. Il m'observait de son unique œil valide, l'autre paupière grossièrement cousue. Une immense cicatrice partait de son dos, passait sur son crâne, et ressortait jusqu'à sa clavicule droite. Son visage, ce n'était pas un masque, c'était le vrai visage du cauchemar. Sa bouche s'ouvrait lentement, révélant des dents longues, tordues, aiguisées comme des épines ou des éclats de verre. Certaines semblaient limées, d'autres pourries jusqu'à la racine. Il levait une lame en obsidienne noire, fine, tranchante, et la posait doucement sur mon front, exactement là où j'ai une tache de naissance. À ce moment-là, je hurlais. Je criais de toutes mes forces. Et je me réveillais, en criant, en sueur, bouleversé, les larmes aux yeux. Ce rêve m'a hanté pendant des années. Il était toujours identique. Même décor, même scène, même homme. Mais depuis mes 18 ans, plus rien. Il a cessé aussi brusquement qu'il était apparu. Et pourtant, il reste là, quelque part dans mon esprit. Comme s'il attendait. J'avais environ 10 ans quand j'ai déménagé à Londres et intégré une nouvelle école. Les premières semaines ont été dures. J'étais seul, un peu perdu, et je me sentais complètement à l'écart. Aucun ami, personne à qui parler pendant les pauses. Juste moi, mes pensées, et ce long trajet à pied chaque matin, entre immeubles gris et trottoirs sales. C'est justement sur ce chemin qu'un détail étrange a capté mon attention. Un pavé, comme les autres, sauf qu'une tache de peinture y avait été renversée. Mais pas n'importe quelle tache. Elle formait une silhouette. 2 cornes, une bouche criblée de dents, des yeux vides, une sorte de visage démoniaque. Une représentation presque trop parfaite pour être due au hasard. Au début, je l'évitais. Je faisais un détour pour ne pas marcher dessus. Quelque chose me dérangeait dans cette image. Puis un jour, je me suis arrêté. J'étais fatigué d'avoir peur de quelque chose d'aussi ridicule. Alors j'ai dit merde, et j'ai marché dessus. Et là, j'ai ressenti quelque chose. C'est difficile à expliquer, mais le mot « puissant » me semble le plus proche de ce que j'ai ressenti. Dès lors, ça a presque tourné au rituel. Chaque matin, je posais le pied sur ce pavé. Parfois, je restais planté là quelques secondes, à absorber ce que j'appelais, dans ma tête d'enfant, une forme de force. J'étais gosse, je croyais à tout un tas de choses. Et un matin, un peu sur un coup de tête, j'ai fait un vœu. Une sorte de pacte. J'ai promis fidélité à ce visage, en échange de quelque chose de simple, des amis. Être apprécié. Ne plus être invisible. Les semaines suivantes, ma vie a changé. Petit à petit, des enfants ont commencé à me parler. J'ai été invité à des anniversaires. J'ai intégré un groupe. J'étais soudainement populaire, ou du moins, je ne me sentais plus seul. À mes yeux, ce n'était pas un hasard. J'y voyais un lien direct avec ce pacte enfantin.
J'ai continué mon petit rituel pendant un moment, puis, comme beaucoup de choses quand on grandit, je l'ai oublié. L'enfance s'efface avec le temps. Puis les années ont passé. Et aujourd'hui, en 2022, je repense à cette époque avec une sensation étrange au creux du ventre. Ces 10 dernières années ont été un enfer. J'ai tout perdu, plusieurs fois. Mes 2 parents sont morts. J'ai lancé 3 entreprises, toutes se sont effondrées. Mes relations amoureuses n'ont fait que s'effriter jusqu'à l'échec. Des amis proches sont morts, brutalement, injustement. Et à chaque fois que j'ai voulu relever la tête, quelque chose m'a écrasé de nouveau. Pas des erreurs, pas des fautes. Juste, le malheur, pur et simple. Injustifié. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette idée, est-ce que ce pacte, ce jeu d'enfant, aurait pu laisser une trace plus profonde que je ne le pensais? Est-ce qu'on peut vraiment déclencher quelque chose juste avec des mots et une croyance, même à 9 ans? Je ne crois pas au diable, je n'ai pas grandi dans des délires occultes. Mais parfois, la logique ne suffit plus à expliquer ce qu'on traverse. Je sais que tout ça peut sembler ridicule. Et pourtant, j'ai cette sensation persistante que quelque chose s'est accroché à moi ce jour-là. Quelque chose que j'ai oublié, mais qui ne m'a pas oublié. Je revenais d'une soirée chez un ami, il devait être 1h du matin. Un pote m'avait déposé en voiture près de l'arrêt de bus entre Grove Park et Alexandra Palace. En sortant, j'ai tout de suite entendu des cris de joie, comme si un groupe de personnes faisait la fête pas très loin. Ce n'était pas juste quelques rires ou des voix lointaines, c'était fort, clair, comme si une foule entière était en train de célébrer quelque chose. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant autour de moi, il n'y avait absolument personne. Ni dans la rue, ni vers le parc, ni même près du palais qu'on aperçoit pourtant très bien à cet endroit. Rien. Tout était vide. J'ai continué mon chemin, en empruntant le petit passage qui coupe vers Duke Avenue. Et là, je suis tombé sur un pote à moi, assis sur un banc. Le genre de mec un peu à part, toujours à traîner la nuit, à fumer dans des coins perdus. Il m'a demandé direct si j'avais entendu les bruits bizarres un peu plus tôt. Je lui ai répondu que oui, et on s'est mis à écouter ensemble. Et là, on a bien compris que ce qu'on entendait n'avait rien de normal. Ce n'était pas une langue étrangère. Les voix étaient bien anglaises, mais pas comme on parle aujourd'hui. On aurait dit un vieil anglais, une sorte de dialecte disparu, comme dans les pièces de théâtre d'époque. Le plus étrange, c'est que les voix étaient d'une clarté incroyable, comme si elles venaient d'une scène juste à côté. Et ce n'était pas un seul discours ou un chant, non. C'était comme une conversation chorégraphiée, presque poétique. Une femme parlait, puis un garçon, puis un homme, chaque voix avait son propre ton, son propre rythme. À un moment, on en a compté au moins 5 différentes. Et puis, il y a eu un moment où les voix ont changé. On aurait dit qu'un groupe dévalait une colline en courant, en criant, comme dans une parade. Le son résonnait sous le petit pont du passage, puis disparaissait aussitôt, comme s'il s'éloignait à toute vitesse, aspiré par la nuit. Mon pote m'a dit qu'il avait entendu ces mêmes sons les nuits précédentes. Selon lui, il s'était peut-être passé quelque chose dans cette zone, il y a très longtemps. Il ne semblait pas inquiet, juste intrigué. Il pensait que ça ressemblait à une sorte de vieille célébration, quelque chose de festif, pas forcément sinistre. Et honnêtement, il avait raison. Ce n'était pas vraiment effrayant. Juste étrange. Comme si des fragments d'un autre temps s'étaient incrustés dans le nôtre, le temps de quelques minutes. J'habite dans le Kent, au Royaume-Uni, et un soir, en rentrant du travail, j'ai vécu quelque chose d'assez étrange. Pour rentrer chez moi, je passe souvent devant une petite église. Il y a d'ailleurs un raccourci qui permet de traverser la cour intérieure, et comme j'étais avec un ami ce soir-là, on a décidé de l'emprunter. En longeant l'entrée de l'église, notre regard a été attiré vers le fond du cimetière. Dans l'obscurité, on a aperçu un groupe d'une dizaine de personnes, peut-être 12, toutes vêtues de capes sombres. Elles étaient rassemblées autour de petites lumières,
sûrement des bougies disposées en cercle, ça ressemblait à un pentagramme, ou du moins à une sorte de configuration rituelle. Et ces gens-là étaient en train de chanter. Des paroles incompréhensibles, peut-être dans une autre langue, ou juste des sons récités sans réel sens pour nous. En tout cas, ça ne ressemblait pas à un office religieux classique. On s'est approché juste assez pour mieux voir, mais pas trop. L'atmosphère était bizarre, pas forcément menaçante, mais tendue. Et franchement, ni moi ni mon pote n'avions envie d'en savoir plus. On a fait demi-tour, discrètement. On s'est dit qu'on n'avait pas notre place là-bas, et puis, si c'était un cercle fermé, ils n'auraient sûrement pas apprécié une intrusion. Depuis ce soir-là, on a remarqué qu'ils reviennent. Toujours le premier vendredi du mois. Ils sont là, fidèlement, au fond du cimetière, à faire ce qu'ils font. Ce n'est pas très connu. En fait, seuls quelques amis proches et moi sommes au courant. On évite d'en parler trop largement. Pas par peur, mais pour éviter qu'un imbécile décide d'aller les provoquer, ou que ça finisse en événement de quartier, ce qui ne ferait que foutre la pagaille. On ne sait pas vraiment qui ils sont, ni ce qu'ils font exactement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont là. Chaque mois. À la même heure. Toujours dans l'ombre. Pour donner un peu de contexte, je viens du Brésil, un pays où coexistent énormément de religions et de croyances d'origine africaine, souvent mêlées à des formes de spiritualité locale. Personnellement, je suis chrétien, et dans mon éducation, ces pratiques-là étaient vues comme assez éloignées, voire carrément opposées, à nos croyances. Et pour être honnête, quand j'étais petit, tout ce qui y touchait me faisait un peu peur. Un soir, alors que j'avais à peine 6 ou 7 ans, je jouais dehors avec la fille de mes voisins, appelons-la V. Il faisait déjà nuit, mais on traînait dans le village comme on le faisait souvent, à papoter et à courir un peu partout. En passant devant sa maison, quelque chose a attiré mon regard. La porte était ouverte, et à l'intérieur, j'ai vu sa mère entourée d'un groupe de personnes. Ils étaient tous assis par terre, en cercle, se tenant les mains. C'était silencieux. Aucun d'eux ne parlait, sauf elle. Elle était au centre, également assise, et récitait quelque chose. Je ne me souviens plus des mots, mais tout le monde l'écoutait avec une attention intense. Ce qui m'a le plus marqué, c'était son apparence. Elle n'avait plus du tout l'air d'elle-même. C'était difficile à expliquer. Elle semblait plus petite, beaucoup plus petite. Sa voix n'était plus la sienne non plus. Elle portait une robe colorée, des couettes, comme une fillette. Mais ce n'était pas un déguisement. Il y avait quelque chose de physique dans sa transformation. Sa posture, sa voix, même son visage, tout avait changé. Comme si quelqu'un d'autre habitait son corps. Je suis resté figé, incapable de détacher mes yeux de la scène. Ce n'était pas effrayant sur le moment, juste étrange. Surréaliste. J'ai fini par demander à V ce qu'il se passait. Elle m'a simplement répondu rien d'un ton pressé, avant de m'attraper par la main et de m'éloigner. Ce n'est qu'en y repensant, plus tard, que j'ai commencé à ressentir un malaise. Pas de la peur brute, mais une sorte de trouble profond. Je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Et je n'en avais jamais entendu parler non plus. Aujourd'hui encore, je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu. Mais avec le recul et ce que j'ai pu apprendre au fil des années, je pense que c'était peut-être lié à des pratiques spirituelles afro-brésiliennes comme l'imbanda ou le candomblé. Dans certaines de ces traditions, il est courant que des médiums incorporent des entités spirituelles. Et parfois, ces esprits sont des enfants, ce qu'on appelle les errés dans l'imbanda, par exemple. Ils s'expriment à travers la personne, changent sa voix, ses gestes, parfois même son apparence physique de façon impressionnante. Je n'avais pas les mots pour le comprendre à l'époque, et encore aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce moment, ce bref instant entre l'enfance et le mystère, est resté gravé en moi. Pas comme une frayeur, mais comme un souvenir troublant d'un monde auquel je n'appartiens pas, mais que j'ai entrevu, juste une fois.
J'ai vécu une expérience inoubliable lors d'un rituel païen dans un labyrinthe sacré, organisé par une église ouverte aux traditions païennes. C'était un rite dédié à la mémoire des morts et des ancêtres, célébré juste après Halloween. Ce labyrinthe est l'un des plus grands de ce type dans la région où j'habite, aux États-Unis. Chacun de nous tenait une bougie. Nous sommes entrés dans le labyrinthe pour guider les esprits vers le centre, ce que nous appelons l'autre côté, un espace symbolique où ceux qui sont perdus ou en transition peuvent être accueillis. C'est là, au cœur du labyrinthe, que nous avons tenu la partie centrale du rituel. Une fois terminé, le chemin du retour consistait à accompagner nos ancêtres et esprits aimés vers ce monde-ci, pour qu'ils sachent comment revenir nous rendre visite lorsqu'ils le souhaitent. Ce rituel est tombé peu de temps après le décès de ma mère. La plupart des personnes présentes avaient elles aussi perdu un être cher récemment. L'ambiance était calme, remplie de recueillement et de compassion. Pour beaucoup, c'était un moment de profonde guérison. En quittant le centre du labyrinthe, quelque chose de puissant s'est produit. Une décharge soudaine d'énergie m'a frappé dans le dos, comme une sorte d'aspiration invisible. C'était comme si le cœur du labyrinthe avait arraché une couche entière de mon être, un voile d'émotions figé depuis trop longtemps. J'ai senti cette énergie me traverser, de l'avant vers l'arrière, et s'éloigner dans le silence. Jusqu'à ce moment-là, je me sentais plutôt calme. Mais dès que cette chose m'a quitté, les larmes ont commencé à couler, sans bruit, sans effort. Ce n'était pas de la douleur, ni du chagrin pur, mais une forme de relâchement profond, un soulagement que je ne savais même pas porter. Mon enfance a été marquée par une maison entourée d'une vaste plantation d'hévéas. Ces arbres, serrés les uns contre les autres, formaient une barrière naturelle presque impénétrable. La nuit, la plantation se transformait, l'obscurité y était totale, profonde, et chaque bruit résonnait comme un murmure venu d'un autre monde. L'atmosphère y était à la fois mystérieuse et légèrement inquiétante. Pour ajouter au décor, notre salle de bain n'était pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur. Il fallait sortir, parfois en pleine nuit, pour y aller. Même quand on connaissait les lieux par cœur, mettre un pied dehors dans cette obscurité presque vivante demandait un certain courage. Chaque pas vers la salle de bain était accompagné d'un léger frisson. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était cette odeur. Presque chaque nuit, l'air se chargeait d'un parfum très particulier, celui de noix de cajou en train de frire. Ce n'était pas un simple effluve passager. Non. C'était une odeur dense, enveloppante, presque envahissante, comme si tout l'air ambiant avait été imprégné par cette cuisson invisible. Un jour, j'ai posé la question à ma mère. Je lui ai demandé pourquoi, chaque nuit ou presque, cette odeur revenait. Elle m'a regardé, un peu sérieusement, et m'a dit que dans certaines parties du Kerala, des rituels noirs utilisent de l'huile de cajou et des cheveux de femme. Selon elle, cette odeur venait de là, de pratiques ésotériques exécutées non loin de chez nous. Cette explication m'a troublé. Est-ce que de tels rituels avaient vraiment lieu autour de notre maison? Dans une région aussi riche en traditions, en légendes et en croyances que le Kerala, l'idée n'avait rien d'absurde. Ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'on entendait parler de pratiques mystiques dans les villages ou les forêts. Je ne saurais jamais si c'était vrai. Peut-être n'était-ce qu'une croyance locale, un récit qui se transmettait de génération en génération pour expliquer l'inexplicable. Ou peut-être était-ce réel, et nous vivions bel et bien au bord de quelque chose d'ancien, d'invisible et de profondément enraciné dans la terre et les traditions. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée directement, mais plutôt à ma marraine. Elle est toujours restée une femme forte, ouverte d'esprit, quelqu'un de très ancré mais qui n'écartait pas l'idée que certaines choses échappent à notre compréhension. Pourtant, cette nuit-là dans les montagnes de Santa Cruz a bouleversé pour toujours sa vision du monde. Depuis des décennies, on raconte que les montagnes de Santa Cruz, au nord de la Californie, attireraient des présences étranges, des énergies inexpliquées. C'est un vaste territoire, parsemé de petites villes, d'hôtels reculés et de sentiers de randonnée. Ma mère et moi habitions à Santa Cruz même, pas vraiment en plein cœur des montagnes, mais assez près pour aller s'y promener de temps à autre, profiter du calme et de la nature.
L'endroit est magnifique, c'est vrai. Pourtant, les habitants font instinctivement la distinction entre certaines zones. Les touristes, eux, vont dans les coins sûrs, les plus connus, pendant que les locaux évitent presque systématiquement certains secteurs plus reculés. Ce n'est pas juste une habitude, c'est presque une règle silencieuse. J'ai essayé d'en parler avec quelques personnes du coin, mais la conversation finissait toujours par dévier comme si le sujet les mettait mal à l'aise. Un jour, après une rupture difficile, ma marraine a décidé de prendre un peu de recul. Elle voulait passer une semaine en pleine nature pour se ressourcer et s'éloigner de tout. Elle avait loué une petite cabane isolée au cœur des bois, dans un coin particulièrement dense et sombre de la forêt. Ce n'était pas un lieu qu'on connaissait bien, mais elle semblait sûre de son choix. Ma mère et moi l'avons embrassée en lui souhaitant une belle retraite tranquille, sans se douter qu'on la reverrait dès le lendemain matin. Elle a frappé à notre porte à l'aube, tremblante, livide. Elle, qui n'était pas du genre à paniquer, semblait complètement bouleversée. Elle s'est installée sans un mot sur le canapé, puis a fini par nous raconter ce qui s'était passé. La première nuit dans la cabane avait pourtant commencé calmement. Elle avait allumé un petit feu dans la cheminée pour réchauffer la pièce, puis s'était installée dans le lit. Ce qui l'a un peu étonnée, c'est que le feu, même plusieurs heures plus tard, brûlait toujours avec une intensité anormale. Elle avait mis ça sur le compte d'un bon tirage, ou peut-être du bois sec et résineux. Elle n'y avait pas prêté plus d'attention et s'était endormie. Elle pense avoir été réveillée vers 3 heures du matin, sans certitude. Ce n'était pas un réveil brutal, mais une sensation bizarre, comme si quelque chose clochait. En ouvrant les yeux, elle les a vus. 2 silhouettes, immobiles, debout au pied de son lit. L'une semblait être une femme, l'autre un homme, mais leurs traits étaient difficiles à discerner. L'un des deux portait ce qui ressemblait à une longue robe blanche. Elle n'a pas crié. Elle les a simplement observés, figés, incapable de comprendre si elle rêvait ou non. Elle s'est frotté les yeux, s'est redressée, mais les figures n'ont pas bougé. Et c'est lorsqu'elle a croisé leur regard qu'elle a senti le danger. Des yeux orange, brillants, pulsaient dans leur visage grisâtre. Autour de leur corps, une sorte de halo mouvant, comme des flammes sans chaleur, vibrait lentement. C'est là que la peur l'a envahie. Elle a ressenti une pression dans la poitrine, une lourdeur intense, comme si quelque chose la clouait au lit. Et derrière eux, dans la cheminée, le feu rugissait comme si on y avait versé de l'essence. Elle a rassemblé ses forces, a attrapé son manteau et s'est précipitée hors de la cabane en pleine nuit. Elle a couru dans la forêt, sans se retourner, jusqu'à tomber sur un petit hôtel éclairé. De là, elle a appelé un taxi et est rentrée chez nous. Elle n'a jamais remis les pieds là-bas. Depuis, elle n'en parle presque jamais. Mais cette nuit-là a éteint en elle toute confiance dans l'innocence du surnaturel. Et elle n'est pas la seule à avoir ressenti quelque chose d'étrange dans ces montagnes. Mes parents, eux aussi, ont déjà vu des choses inquiétantes. Un soir, en randonnée, ils sont tombés sur un groupe de personnes en train de danser autour d'une croix inversée en flammes, vêtues de longues capes grises. Une autre fois, sur un sentier peu fréquenté, ils ont découvert des carcasses d'animaux, mutilées, recouvertes de symboles gravés dans la chair. Ce ne sont pas des légendes, ni des inventions. Ces montagnes ont quelque chose de profondément dérangeant. Et certains endroits devraient rester oubliés. Je travaille dans un entrepôt situé dans une grande zone industrielle au Royaume-Uni. Ce qui rend l'endroit particulier, c'est que tout le parc industriel a été construit sur les vestiges d'un ancien temple romain. Au cœur de cette zone se trouve une sorte de petite réserve naturelle, coincée entre les entrepôts, les parkings et quelques terrains vagues. C'est là que subsistent encore quelques pierres anciennes, tout ce qu'il reste du temple. Il n'y a qu'une seule entrée pour accéder à ces ruines, et le site est plutôt bien entretenu. Certains collègues y vont pendant leur pause déjeuner, histoire de prendre l'air ou manger au calme. Il y a 2 semaines, toute l'équipe de mon entrepôt était dehors en pause, à environ 80 mètres du site. Il était environ 16 heures, grand jour, rien d'inhabituel. Sauf que, ce jour-là, on a tous entendu des sons étranges venant du côté du temple. C'étaient des percussions, des tambours,
accompagné de chants rythmés. Ça a duré toute notre pause. On a d'abord pensé que c'était peut-être une autre entreprise des environs qui faisait une sorte de fête. Après tout, avec autant de bâtiments et de monde, ça ne semblait pas si fou. Mais plus tard, vers 20 h, pendant la pause suivante, on a commencé à plaisanter à propos des temples, des anciens dieux romains, de cultes oubliés. Et la curiosité a fini par prendre le dessus. Alors on a décidé d'aller jeter un œil du côté des ruines. En arrivant sur place, on est tombé sur quelque chose de franchement dérangeant. 2 oiseaux morts, tout frais, posés au centre d'un petit cercle de pétales. Autour d'eux, des pierres gravées de pentagrammes. Il y avait aussi d'autres ossements et des cailloux disposés dans des motifs bien précis, comme une sorte de schéma rituel. C'était net, organisé et clairement récent. On n'a pas réfléchi. On a rebroussé chemin et on est retourné travailler aussi vite qu'on est venu. Alors oui, je sais bien que certains groupes, qu'ils soient païens, occultes ou simplement en quête de sensations, se réunissent parfois pour faire des rituels. Mais en plein jour, à 16 h, dans un espace aussi exposé, entouré de gens, avec une seule sortie. C'est ça qui me perturbe. Je ne dis pas que c'était forcément quelque chose de dangereux, mais le lieu, le timing et l'ambiance générale rendent l'événement difficile à ignorer. Depuis, je ne regarde plus ce petit coin de verdure de la même manière. Un ami de la famille m'a récemment raconté un événement qu'il n'a jamais oublié, survenu il y a une trentaine d'années, quelque part dans les montagnes à l'est de Salt Lake City, dans l'Utah. À l'époque, il campait avec un groupe d'amis. Ils étaient jeunes, ils aimaient la nature, et passer des nuits sous les étoiles était pour eux quelque chose de presque rituel. Un soir, alors qu'ils faisaient une randonnée de nuit, ils se sont éloignés un peu du campement. C'est au cours de cette marche qu'ils sont tombés sur quelque chose d'étrange. Une clairière, parfaitement dégagée, au cœur de la forêt. Et là, au centre, un cercle de personnes en capuche noire, silencieuses, figées autour d'un feu. Au milieu, une sorte d'autel improvisé. Sur cet autel, un animal, difficile à dire lequel exactement, était en train d'être sacrifié. Il m'a décrit la scène avec des mots simples, mais la tension dans sa voix ne laissait aucun doute, il avait vu quelque chose qui l'avait profondément marqué. Il y avait une sorte de musique étrange ou peut-être des chants, qui montaient et descendaient comme une incantation. Mais ce qui l'a le plus troublé, c'est ce qu'il a ressenti en approchant de la scène. Il a parlé d'un mur invisible, une barrière de mal, comme il l'a appelé. Une force qui, sans le toucher, l'avait figé sur place. Lui et ses amis ont tous ressenti cette même oppression, ce même malaise viscéral. Aucun d'eux n'a eu le courage d'aller plus loin. Ils ont fait demi-tour, presque en courant, le cœur battant, sans dire un mot. Le lendemain matin, une fois le soleil levé, ils ont décidé de retourner sur les lieux. Mais en arrivant à la clairière, plus rien. Le feu était éteint, il n'y avait plus ni capuche, ni autel, ni instrument. Seulement quelques petites traces de sang sur le sol, comme une preuve fragile que ce qu'ils avaient vu n'était pas un simple cauchemar collectif. Depuis ce jour, ils s'interrogent encore. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Une secte? Un rituel païen? Une mise en scène? Ou quelque chose de plus ancien, plus obscur, lié à des forces que peu de gens comprennent vraiment? Il ne prétend pas avoir la réponse. Il ne cherche pas à dramatiser. Mais il sait ce qu'il a ressenti, et il n'a jamais revécu ce genre de sensation ailleurs. Ce genre de témoignage reste suspendu quelque part entre l'inexplicable et le réel. Mais ce qu'il a vu dans ces montagnes de l'Utah, cette nuit-là, est resté gravé dans sa mémoire comme une chose à ne jamais approcher de nouveau. J'ai aujourd'hui 20 ans, et je vis toujours dans le centre de l'Illinois, à une vingtaine de kilomètres seulement de la maison où j'ai grandi. En y repensant, mon enfance a été plutôt normale pour cette région, une petite ville, tout le monde se connaissait, mais chacun avait son petit cercle d'amis. Moi aussi, même si j'ai longtemps été assez solitaire, soit par choix, soit à cause de l'éducation un peu stricte que j'ai reçue. Depuis que je suis petit,
j'ai toujours cru aux phénomènes paranormaux. Une croyance partagée par la plupart de ma famille, y compris mon grand frère, même s'il nie aujourd'hui la plupart des choses étranges que nous avons vécues dans cette maison. Je ne peux pas lui en vouloir, certains souvenirs qu'on garde de là-bas suffisent à vous glacer le sang, même des années plus tard. Au début, tout restait assez anodin, des objets qui disparaissent, des courants d'air inexpliqués, la maison était vieille après tout. Mais plus le temps passait, plus les choses devenaient étranges, et je pense pouvoir remonter à l'origine du changement. Après que ma mère s'est remariée avec mon beau-père, aujourd'hui décédé, elle a sombré petit à petit dans l'alcool. Lui n'avait jamais eu d'enfant, et il vivait encore dans une mentalité de fête permanente. Un soir, ils sont allés chez un de ses amis pour boire. Ma mère était bien trop ivre pour conduire, alors mon beau-père a pris le volant. Sauf qu'il n'avait plus de permis, à cause de plusieurs précédents pour conduite en état d'ivresse. Il a été arrêté cette nuit-là, et envoyé en prison peu après. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu ma mère glisser lentement dans une spirale noire. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle avait commencé à consommer de la méthamphétamine, en plus de boire. Elle n'était plus elle-même. Un matin, je me suis levé et j'ai trouvé une partie de la moquette du salon arrachée. En dessous, sur le parquet, ma mère avait peint un pentagramme blanc entouré de symboles étranges. Je ne comprenais pas tout à ce moment-là, mais même à cet âge, je savais que c'était loin d'être anodin. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait à faire, ni si elle avait vraiment une idée de ce qu'elle invoquait. Peut-être que le rituel n'a rien provoqué du tout, mais quelque chose a changé ce jour-là. L'ambiance de la maison s'est assombrie. Pas juste dans les attitudes ou les comportements, non. L'air lui-même semblait plus lourd, plus dense. Une sorte de présence invisible remplissait l'espace. C'est à ce moment-là que les phénomènes vraiment troublants ont commencé. Mon frère et moi partagions l'aménagement du grenier, qui avait été transformé en chambre. Ce n'était pas un endroit sinistre, au contraire, plutôt chaleureux. Mais une nuit, alors qu'on traînait là-haut, on a entendu des pas. Des bruits lourds, venant de la salle de bain. Puis les pas se sont déplacés lentement jusqu'à la porte au bas de l'escalier menant à notre chambre. Notre mère travaillait de nuit, donc on a pensé que c'était notre petit frère, réveillé et paniqué. Mais soudain, les marches ont commencé à grincer, une à une, quelqu'un montait. Les pas se sont arrêtés en haut de l'escalier. Et pourtant, il n'y avait personne. On voyait parfaitement le palier. Rien. Mais on avait entendu chaque pas. Une autre nuit, c'est dans la buanderie que ça s'est passé. Le sous-sol était placé juste à côté de la cuisine, avec un accès direct à l'extérieur. Je faisais une lessive vers minuit, comme souvent. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose attraper l'arrière de mon cou. Pas une simple brise froide, non, c'était comme des griffes gelées qui se refermaient sur moi. J'ai laissé tomber ce que je faisais et j'ai couru à l'étage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après ça, je n'ai plus jamais mis un pied en bas sans quelqu'un avec moi, ou au minimum mon chien. Plus tard, j'ai appris que ma mère avait vécu exactement la même chose. Même endroit. Même sensation glacée. Il y a eu d'autres événements, d'autres bruits, d'autres ombres. Mais depuis que nous avons quitté cette maison, on vit tous un peu plus sereinement. Ma mère est aujourd'hui sobre depuis des années. Elle ne boit presque plus, ne touche plus aux drogues. Mon frère a récemment obtenu son diplôme. Mais si vous lui demandez ce qu'il s'est passé dans cette maison, il niera tout. Je crois qu'il a effacé une bonne partie de cette époque. Mon petit frère, lui, commence le lycée. Il était trop jeune pour se souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Ma sœur, en revanche, c'est une autre histoire. Depuis notre départ, elle a développé des troubles qu'elle n'avait jamais montrés avant. Quelque chose en elle a changé, et je ne sais pas si c'est lié, mais je ne peux m'empêcher de le penser. Quant à ma mère et ce qu'elle a tenté avec ce rituel, je doute qu'elle ait vraiment réussi à invoquer une entité maléfique, mais je crois sincèrement qu'à partir du moment où on ouvre ce genre de porte, même sans savoir ce qu'on fait, on invite quelque chose. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne vient pas du monde que l'on connaît.
Cette histoire remonte à plusieurs années, j'avais à peine 12 ans. À l'époque, ce n'était pas inhabituel pour des gamins de mon âge de s'aventurer dans les montagnes à vélo, en bande. On passait nos journées à explorer, à chercher des lézards, à pédaler sans but précis, simplement pour le plaisir. On habitait tous dans la même rue, un quartier tout neuf, tellement neuf que beaucoup de maisons étaient encore à vendre. Juste derrière, s'étendaient des collines, des sentiers, et surtout des coins sauvages pleins d'animaux étranges, de gros lézards à langue bleue, des insectes énormes, des serpents, des lapins. Pour nous, c'était un peu comme vivre dans un jeu vidéo grandeur nature, un genre de Zelda version mexicaine. J'ai plein d'histoires de cette époque, mais celle-ci, c'est la seule, à ma connaissance, où on est tombé sur quelque chose de vraiment bizarre, un peu surnaturel. Ce jour-là avait commencé comme tous les autres. Une bande de gamins sur leur vélo, qui traversaient collines et terrains vagues. On savait instinctivement jusqu'où on pouvait aller. Une fois qu'on ne voyait plus les maisons derrière nous, on comprenait qu'on était allé trop loin. Mais ce jour-là, on se sentait plus téméraire que d'habitude. On était nombreux, et la curiosité l'a emporté. On voulait voir ce qu'il y avait plus loin. Au bout d'un moment, la chaleur a commencé à nous taper. On n'avait plus d'eau, le soleil mexicain tapait fort, alors on a décidé de faire demi-tour. C'est à ce moment-là qu'on a aperçu une sorte de maison au loin. On a cru un instant qu'on allait pouvoir demander de l'eau, mais en s'approchant, on a compris que ce n'était pas une maison. C'était une tombe. Une de ces grandes tombes en forme de petit mausolée, comme on en voit dans certains vieux cimetières. En fait, on venait de tomber sur un ponton. Pour ceux qui ne connaissent pas, un ponton, c'est un cimetière très modeste, souvent perdu dans des zones sèches, avec des croix en bois et des tombes simples. Celui-là était minuscule, perdu au milieu de nulle part, sans aucun chemin pour y accéder. Juste quelques tombes, pas plus de 10, et la plus grande, c'était celle qu'on avait vue de loin. On était fascinés. Un cimetière sans adultes dans les parages, c'était une aubaine. Normalement, on ne pouvait pas rentrer dans ces lieux, c'était réservé aux familles, et on se serait vite fait jeter. Mais là, on était seuls. On s'est dispersé pour regarder les pierres tombales, lire les noms, les dates. Certaines remontaient à très loin. Puis on est tombé sur une tombe qui nous a tous cloués sur place. Sur celle-ci, il y avait un squelette de chien, parfaitement posé, comme si l'animal s'était allongé là, les pattes tendues vers la pierre. Les os étaient secs, aucun sang, mais des taches noires et jaunâtres maculaient certains endroits. Autour, des bougies noires à moitié fondues, des bouteilles remplies de liquide suspect, et surtout, une multitude de symboles gravés dans la pierre. On ne comprenait pas tout, mais même à notre âge, on savait que c'était de la sorcellerie. Et bien sûr, on n'avait pas peur. On avait grandi au Mexique, on avait déjà entendu toutes sortes d'histoires, on n'était pas le genre à flancher facilement. On rigolait même. Mais le soleil s'est couché plus vite qu'on ne l'avait prévu, alors on a commencé à ranger nos affaires pour rentrer. Et c'est là que les choses ont tourné. Alors qu'on s'éloignait, on a entendu un murmure. Faible, rapide, presque imperceptible, mais bien réel. Ça venait de la tombe avec le chien. Ma première réaction a été de croire que c'était une blague. Un de mes potes voulait sûrement nous faire flipper. C'était classique. J'ai donc commencé à les compter. On était tous là. J'ai recompté. Toujours rien d'anormal. Là, j'ai commencé à douter. Peut-être que ce n'était pas une blague, ni un de nous. Peut-être quelqu'un d'autre, un squatteur, un type louche. Alors, armé de bouts de bois et de pierres, on est retourné vers la tombe pour voir ce qu'il en était. Mais il n'y avait personne. Rien. Le calme plat. Le ciel s'était assombri, l'air était devenu plus lourd, presque électrique. C'est à ce moment-là qu'un de mes amis a remarqué un détail. Il y avait un trou à l'arrière de la tombe. Un trou suffisamment large pour y passer un bras. On s'est approché, intrigué. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai blêmi. Il y avait des os à l'intérieur. Pas des petits os d'animal. Non. De gros os, humains très probablement.
Et c'est là que je l'ai senti. Un courant d'air froid s'est échappé du trou. Il était si fort qu'il a soulevé de la poussière en sortant, formant un petit nuage autour de nous. On l'a tous vu. Sans attendre une seconde de plus, mes potes ont détalé. J'ai suivi aussitôt. On a pédalé comme jamais, sans s'arrêter, sans parler, le cœur battant à tout rompre. On n'est jamais retourné là-bas. Plus tard, j'ai appris que tout le terrain où se trouvait ce ponton avait été rasé. À la place, on a construit un lotissement, des maisons identiques aux nôtres. Mais chaque fois que je passe dans ce quartier, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. Ce chien, ces os, ce souffle glacé, et cette tombe, qui reste gravée dans ma mémoire. En novembre 2021, j'ai vécu une expérience paranormale que je n'oublierai jamais. Je fais partie d'un groupe religieux en Uruguay, rattaché à une église, et nous avons l'habitude de nous retrouver chaque samedi pour prier, chanter, discuter, ou simplement partager un moment ensemble dans la foi. Un samedi, on nous a proposé une sorte de campement, ou plutôt une retraite spirituelle, dans une auberge à l'écart. L'idée était de vivre un week-end de réflexion, d'écriture, de chant et d'introspection. Tout ce que l'on peut imaginer dans un cadre religieux. L'ambiance tout au long du séjour était sereine, inspirante. J'étais très content de l'expérience. Mais il restait encore un moment que nous n'avions pas vécu, celui de la dernière nuit. Après le dîner, l'atmosphère a changé. Tout est devenu plus solennel. On nous a demandé de nous préparer, de rester calmes et ouverts, car un moment important allait arriver. Les organisateurs n'avaient rien voulu nous révéler avant, gardant la surprise jusqu'au bout. Finalement, on nous a tous rassemblés dans une grande pièce. La salle était éclairée uniquement à la lueur de dizaines de bougies. Au centre, une grande image représentant l'Esprit Saint trônait au-dessus d'un autel. Nous nous sommes mis à genoux, et avons commencé à chanter doucement, en invoquant l'Esprit Saint. C'était un moment suspendu, presque hors du temps. C'est alors que 4 prêtres sont entrés, en silence, et se sont placés derrière l'autel. L'organisateur nous a demandé de nous mettre en file. Chacun à notre tour, nous devions nous avancer pour que les prêtres posent leurs mains au-dessus de nos têtes, en prière. Mon meilleur ami est passé le premier. Le prêtre a levé les bras, puis les a abaissés lentement au-dessus de lui, et à l'instant même, mon ami s'est effondré. Littéralement. Il s'est écroulé, inconscient ou en état second. J'étais sidéré. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Puis ça a continué. Chacun des membres du groupe passait, et chacun tombait. Ils s'allongeaient ou s'écroulaient lentement, comme si une force invisible les poussait au sol. Quand mon tour est venu, j'avais le cœur qui battait à toute vitesse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, au moment où le prêtre a abaissé ses bras au-dessus de ma tête, j'ai senti quelque chose. Comme une pression douce mais implacable qui m'a poussé vers le sol. Mon corps s'est relâché, et je suis tombé doucement à genoux, puis allongé. J'étais conscient, parfaitement lucide, mais incapable de bouger. Je n'avais pas peur. Au contraire, une sensation de calme profond m'a envahi, comme si j'étais enveloppé dans quelque chose de plus grand que moi. Je me suis souvent posé des questions sur le paranormal, sur la foi, sur les expériences inexplicables. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose de réel. Je ne saurais jamais exactement ce que c'était. Était-ce l'Esprit Saint, une forme d'énergie collective, un état d'esprit induit? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne l'ai pas rêvé. Et ça a changé ma façon de voir le monde, même un peu. Je travaille dans un hôtel au Mexique, et ce qui s'est passé la semaine dernière dans la chambre 1007 m'a vraiment marqué. 3 clients y ont séjourné pendant 2 nuits. Ils sont arrivés un mardi après-midi, un couple, un homme et une femme d'une trentaine d'années. Ils n'avaient pas de réservation, mais comme plusieurs chambres étaient libres, on leur a attribué la 1007. Le type m'a précisé qu'une 3e personne allait les rejoindre plus tard dans la journée. Tous les 3 étaient latinos, mais parlaient avec un accent américain.
probablement installé aux États-Unis. Dès leur arrivée, quelque chose m'a semblé étrange. La femme semblait souffrante ou très irritée. Elle ne parlait presque pas. Il lui demandait « Tu es étourdi ? Tu veux dormir ?» Mais elle se contentait de secouer la tête. Ils ont attendu un moment dans le lobby, le temps que la chambre soit prête. L'homme m'a dit « Je préfère qu'elle ne marche pas trop, on sort tout juste d'une clinique et elle ne se sent pas bien. » Ça m'a semblé cohérent avec son état, donc je n'ai pas posé de questions. Le lendemain, c'était mon jour de repos. Mais le jeudi matin, à mon retour, je reprenais le service dès 6h30. 10 minutes plus tard, le même homme, appelons-le 1, est revenu de l'extérieur pour régler les extras du restaurant, en me disant qu'ils allaient partir bientôt, car ils avaient un vol à 9h. Vers 8h du matin, ce même homme est revenu à la réception pour rendre les clés de la chambre et appeler un Uber. Juste derrière lui arrivaient l'autre homme et la femme. Sauf que cette fois, la femme avait un tissu noir sur les yeux, comme un bandeau, et elle était guidée par l'homme, qui lui disait calmement « Attention, il y a une marche, marche doucement. » Ce détail m'a glacé. Elle ne semblait pas souffrante, elle marchait normalement, mais elle était totalement aveugle et silencieuse. Environ 20 minutes après leur départ, des employés du service de ménage m'ont demandé de monter voir dans la chambre 1007. À peine arrivé à l'étage, j'ai vu que les couvertures avaient été jetées devant la porte. En m'approchant, une odeur métallique, forte, m'a frappé, l'odeur du sang. Sur le lit, une serviette entièrement couverte de sang, avec des taches sur le matelas lui-même. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol comme s'ils avaient quitté la chambre à la hâte, et plus tard, on m'a confirmé qu'eux aussi étaient tachés de sang. Un détail m'a marqué plus que le reste, un des miroirs était couvert par un gant de toilette, comme si on avait voulu en masquer le reflet. Je suis descendu immédiatement pour signaler la situation à la direction. Plus tard dans la journée, les femmes de ménage m'ont dit avoir trouvé des croix, faites avec une huile étrange, un peu partout dans la pièce, sur les murs, la tête de lit, le miroir, la télévision, les tables. Comme un marquage rituel. On a fermé la chambre pour un nettoyage en profondeur. Pourtant, même après plusieurs jours, les croix sont toujours visibles, incrustées dans la surface. Et plus étrange encore, à 2 reprises, les employés du ménage m'ont confié qu'en retournant rafraîchir la chambre, elles ont trouvé la décoration déplacée. Comme si quelqu'un était entré et avait modifié des objets. La chambre était verrouillée. Depuis, tout le monde a sa théorie. Certains parlent de pratiques occultes, d'un rituel, peut-être quelque chose de religieux, de spirituel ou d'autre chose. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette nuit-là dans la chambre 1007. Mais ce n'était pas un simple séjour. Et ce n'était pas innocent. On ressent encore, même après leur départ, une présence étrange, une lourdeur qui reste accrochée au mur. Comme si la pièce elle-même se souvenait. J'ai étudié un temps au sein d'un couvent wiccan, et même si je n'en fais plus partie aujourd'hui, j'ai conservé un profond respect pour les personnes que j'y ai rencontrées, malgré quelques excentricités, il faut bien l'admettre. Mais si un jour vous avez l'impression de ne pas avoir vu assez de choses étranges dans votre vie, je vous conseille de fréquenter un groupe de sorcières expérimentées. Vous verrez, ça change vite. L'un des rituels auxquels j'ai participé avait lieu peu avant Halloween, et était appelé la fermeture du portail. L'objectif ? Aider les âmes perdues à traverser, à quitter ce monde pour de bon. C'était l'un des rituels les plus sérieux et les plus sensibles, et le grand prêtre nous avait bien prévenu, ce n'était pas une cérémonie anodine. Il nous avait dit qu'il fallait s'y joindre uniquement si l'on se sentait vraiment prêt. Mais bon, à l'époque, j'étais encore relativement sceptique. J'avais beau m'être plongé jusqu'au cou dans le paganisme, je gardais une distance mentale. Alors je n'étais pas particulièrement inquiet. Je ne vais pas rentrer dans les détails du rituel, mais disons simplement qu'il semblait impliquer une sorte d'ouverture dans l'espace, juste au-dessus de nous, comme une brèche suspendue dans l'air. Nous tournions en cercle sous ce point, en psalmodiant, et l'on ressentait un mouvement d'énergie qui s'élevait, qui aspirait.
Si vous avez déjà tenté de porter quelque chose de lourd à plusieurs et que vous vous êtes rendu compte que les autres faisaient tout le travail, alors vous avez une idée de ma contribution. Pourtant, je sentais très clairement cette ouverture et l'énergie qui y tournoyait. Après le rituel, plusieurs membres ont affirmé avoir vu de petites entités espiègles qui s'étaient glissées dans notre monde par erreur. Je n'en ai pas vu moi-même, mais vu les cauchemars violents que j'ai faits les nuits suivantes dans cette maison, je n'ai aucune raison de douter de leur témoignage. Encore aujourd'hui, je me demande si les âmes que nous étions censés aider ont vraiment trouvé la paix, ou si nous ne les avons pas, au contraire, envoyées dans un recoin un peu trop sombre de l'autre côté. Une chose est sûre, je ne referai jamais ce rituel. Une fois la cérémonie terminée, je me suis assis sur le canapé, pensant me reposer quelques instants. C'est là que j'ai senti quelque chose d'étrange. Je n'étais plus tout à fait là. Je me sentais décalé, littéralement. Comme si ma conscience s'était déplacée d'environ 30 cm, flottant au-dessus et légèrement à droite de mon propre corps, dans la même direction que le vortex énergétique qu'on avait tous senti pendant le rituel. J'ai signalé au grand prêtre que quelque chose n'allait pas. Il m'a observé un moment, a pris mes mains, puis s'est concentré. En 1 minute, tout est revenu en place. Enfin, sans clic sonore, mais vous voyez l'idée, mon âme avait réintégré mon corps. Il m'a ensuite expliqué que si j'avais dormi dans cet état, tout serait rentré dans l'ordre au réveil. Rien de dangereux, donc, en théorie. Selon lui, notre âme se balade chaque nuit, sans qu'on s'en rende compte. Mais s'il avait été entièrement aspiré par le portail, là, c'était autre chose. Il m'a dit qu'elle n'aurait pas pu revenir avant le prochain rituel, l'année suivante. Et moi, pendant tout ce temps, j'aurais été une sorte de coquille vide. Un zombie fonctionnel, sans être vraiment présent. Alors, tout bien considéré, je m'en suis plutôt bien sorti. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.